Traverser l'Atlantique en solitaire sur un bateau de 6,50 m, ouais, c'est un peu... Je sais pas si c'est dingue, c'est peut-être pas si dingue que ça, il y a plein de gens qui l'ont fait déjà. Putain, quelle merde. C'est la flotte là. Les minis, c'est les plus petits bateaux de course au large qui se font. C'est un bateau qui fait 6,50 m, très très toilé pour son poids et sa taille. Et la particularité de la classe, c'est surtout qu'on n'a pas de communication avec la Terre. C'est sans assistance. Et c'est ça qui fait en grande partie l'essence et l'esprit de la classe mini de la Mini Transat. La base, c'est banal, mais c'est vraiment devenir meilleur marin. Je me suis dit, attends, c'est ta première transat que tu fais en solitaire, en course, sans assistance. Ouais, l'aventure me branchait bien, ouais. Tant que t'as pas été dedans, tu te rends pas compte de ce que ça implique, en fait, de ce que ça veut dire et de ce que ça fait. J'ai toujours été attiré par la mer, les sensations, le devoir composer avec les éléments, l'élément liquide, l'élément aérien, et d'être à la jonction entre les deux, c'est un super terrain de jeu. Mon père faisait beaucoup de voile, il en a fait énormément en compétition, en dériveur. Naturellement, quand j'étais petit, j'ai commencé à faire de l'optimiste, à faire du 4,20, du 4,7, que de la voile légère. J'en faisais ponctuellement. On n'était pas en Bretagne, dans la faille Bourgnon. Et après, petit à petit, avec des copains, on s'est mis à faire de la croisière. C'était un peu moins de la voile sportive et un peu plus de la voile voyage, au large et vie à bord. La Mini Transat, ça a toujours eu une place particulière, en tout cas dans la course au large, parce que pour faire de la course au large en tant que métier, pour devenir skipper pro, on te dira passe ta Mini d'abord. C'est un peu la porte, la première étape dans une carrière de skipper professionnel. C'est la porte d'entrée dans la cour des grands, entre guillemets. Ça qui est sympa avec la classe, c'est qu'en fait, c'est un mélange de gens qui viennent là pour l'aventure, ceux qui veulent réaliser un rêve perso, qui sont et resteront toujours des amateurs, et de gens qui en fait veulent faire ça pour percer la course au large et puis pour en faire leur métier plus tard. J'ai entendu parler de la Mini, en tout cas consciemment pour la première fois dans un magazine. Dans un magazine que j'avais récupéré chez un pote, je sais pas pourquoi, je l'avais peut-être volé. Et il y avait dans ce magazine, je sais même pas si c'était... Ça doit être sur la couverture, genre la Mini Transat, laboratoire d'innovation. Je dis ah ouais, c'est à petite échelle, c'est des petits bateaux. Moi de toute façon je voulais un petit bateau, je voulais quelque chose qui reste à taille humaine. Je crois que c'est là que j'en ai entendu parler pour la première fois, dans ce magazine que j'avais posé aux toilettes. Je me souviens quand même du moment où en fait on en a discuté et on s'est dit est-ce qu'il se lance vraiment dans ce projet-là ou pas. On avait pris un petit carnet et on avait dit c'est quoi les pour, c'est quoi les contre. Et ça c'était fin 2018 je pense. Quand il te dit si je le fais pas je vais m'en vouloir toute ma vie, tu vois t'es là bon ok, vas-y fais-le quoi. Quand il a commencé à me parler des entraînements au pôle de la Turballe, et c'était 2 week-ends par mois,
plus les régates de la SRT où c'était un week-end par mois, plus la garde, en fait moi je voyais ok, en fait on se verra plus jamais quoi. On se verra en semaine entre 2 journées de boulot et ça c'était pas acceptable. Donc c'était le temps, le nerf de la guerre et très vite on est arrivé à un accord de ok, t'as un week-end par mois où t'es de garde, t'as 2 week-ends par mois où t'es d'entraînement, le 4e week-end c'est notre week-end à tous les deux et c'est pas un week-end où tu me dis finalement je vais faire un truc avec un autre pote ou quoi, c'est qu'il faut aussi qu'on ait du temps pour nous deux quoi. Ça c'était le deal. Et puis en fait, y a eu le Covid, donc on a passé tous les week-ends ensemble pendant un mois ou deux. Et du coup après j'étais tout le temps en train de faire du bateau. On a consommé tous les week-ends ensemble la première année. Non seulement elle était pour, mais en plus elle m'a énormément aidé pour la logistique, les convoyages. Ça c'était top. Au début tu penses que tu vas faire de la voile en solitaire et que t'es un loup solitaire, que t'es badass et que tu vas t'en sortir tout seul. Puis en fait tu te rends vite compte que pour la moindre des choses au début t'as besoin de quelqu'un. C'est pour ça que moi je voulais me mettre dans un pôle, parce que sans le pôle de la Turballe, sans le coach, sans les conseils de tout le monde, j'y serais jamais arrivé je pense. Ou alors ça aurait été un chemin de croix incroyable. J'ai trouvé mon bateau par le bouche-oreille. Moi j'y connaissais rien, franchement j'y connaissais rien du tout. Je m'étais pas renseigné, j'avais aucune entrée dans le milieu. Donc en fait j'ai demandé à un pote qui me dit ah bah moi j'ai un pote qui l'a fait puis qui va chercher à vendre son bateau. Je fais ah ouais cool. Et puis il est à la Turballe. Donc je suis allé voir le bateau à la Turballe. Le bateau était très beau, dans mon budget, mais je savais pas ce que j'achetais. Et clairement si je rachetais un bateau maintenant, je regarderais pas du tout les mêmes trucs. J'étais là, oh il est joli, il est bleu, ça me va. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur un super bateau quoi. Je suis tombé sur Rhino. C'était une histoire d'amour. Au début tu t'imagines pas en fait l'ampleur que ça va prendre, que tu vas devoir apprendre à savoir quelle vis servent à quoi, quelle colle sert à quoi, faire de l'électronique, de l'électricité, savoir comment marche un panneau solaire, savoir régler un panneau solaire, t'apprends des milliers de trucs. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une partie de logistique que j'avais pas du tout anticipée. On m'en avait parlé, on m'avait dit tu verras, il y a les entraînements, mais autour des courses, c'est aussi pas mal de logistique. Entre eux, il faut amener le bateau, il faut récupérer le bateau, il faut être là 3 jours avant. Et la première course qui était la mini en mai, qui a eu lieu je sais plus en septembre, en octobre, il a fallu l'emmener à la Turballe pour qu'il puisse partir en bateau. Puis après, il est arrivé en bateau à la Trinité-sur-Mer, donc il a fallu aller le chercher à la Trinité-sur-Mer. Ensuite, faut faire taxi parce qu'il faut l'emmener dormir là où on dort, ramener au bateau. La course a lieu, puis à la fin de la course, il faut ramener le bateau à la Turballe, donc ça veut dire qu'il faut le ramener en voiture à la Trinité-sur-Mer, puis ensuite le récupérer à la Turballe. Et tout ça, je l'avais pas anticipé. Et finalement, ça s'est bien passé parce que j'ai pris le temps et puis parce que finalement, tous les coureurs sont dans ce cas-là. Donc tu te dis, bon, je suis pas toute seule à faire ça. Et puis tu rencontres d'autres coureurs. Donc voilà, l'ambiance, elle est sympa. Mais c'est vrai que cette logistique-là, ça a quand même été très chronophage, quoi. Ce que tu sais pas au début et ce qu'on ne dit pas forcément, c'est que la semaine, tu penses en permanence à ton projet quand même. Tu peux pas travailler la semaine et te dire ok je fais du bateau le week-end. En fait tu y penses en permanence parce que tu es tout le temps en train de penser à ce que tu dois faire sur le bateau, à faire des commandes de pièces, au bricolage. En fait tu prends très vite le réflexe de faire une job list, une to-do list, et en fait cette to-do list elle ne finit jamais. Tu y penses en permanence. Et c'est cool parce que tu te mets à fond dedans.
mais tu fais rien d'autre. Tu fais plus une petite session de kite, tu fais plus une petite session de surf. En fait, quand t'as du temps, bah tu le passes pour le bateau et t'as envie de le passer pour le bateau parce que t'as envie que ton bateau soit au top, t'as envie de toi de bien le connaître et c'est un plaisir mais c'est t'es en permanence dessus, t'es à fond. Et ça c'est cool. C'est parti, j'ai des jetons. J'ai pas fait grand chose à part rester couché et vomir. La Californie course, sacré morceau. Ça a peut-être été le truc le plus dur de mon projet, ça. C'est en gros un parcours de 1000 milles en solitaire, sans escale, une étape de qualification indispensable pour pouvoir prétendre au départ de la mini-transat. Ma qualif qui était prévue en juin-juillet. En juin-juillet, on s'était entraîné, on avait fait 24 heures en navigation, donc c'est tout ce que j'avais fait. Je crois que c'était complètement stupide. Je pars en plus... C'était pas la tempête, mais gros grain, de la pluie, un peu de mer. Donc en fait, j'ai tellement les jetons que je me retrouve malade d'emblée. Donc première soirée complètement malade. Je me dirige vers le Ratsin. Je suis dans le fond du bateau en train de vomir et je maîtrise pas. Enfin, je maîtrise pas grand chose quoi. Quand il est parti, donc il n'y avait pas de balise pour le coup, il n'y avait que l'AIS. Et donc son AIS ne fonctionnant pas très bien, et puis ayant une portée d'AIS, donc dès qu'il est un peu loin des côtes, ça marche plus. En fait, rapidement, je savais pas où il était du tout, et je savais pas qu'il pouvait se passer plusieurs heures, voire 24 ou 48 heures sans AIS. Et donc quand au bout de 8 heures, l'AIS n'avait pas bougé, j'avais pas d'update au bout de 8 heures. J'ai appelé Vincent en lui disant ça a pas bougé depuis 8 heures, est-ce qu'il faut que je m'inquiète? En vrai, j'étais déjà inquiète, mais est-ce qu'il faut que je m'inquiète? Est-ce que c'est normal et tout ça? Et qu'il a été hyper rassurant. Il dit non, mais en fait, t'inquiète, c'est normal, là, ça va pas bouger pendant 24 ou 48 heures et on récupérera le signal quand il sera près des côtes. Mais et voilà, donc les fois d'après, tu le sais, et voilà, mais au début, tu te demandes où il est quand même. Je passe Koningsberg. Et là, j'ai un peu de réseau, donc j'appelle le coach, et le coach me dit il y a une grosse dépression qui arrive, il y a eu cartouche, ce serait vraiment bien quand même que tu sois rentré en face de Brest d'ici demain soir. Donc petit coup de flip, t'es tout seul en Irlande, tu t'imagines dans la tempête, tu penses au Fastnet, au carnage que ça a été, bref, tu te fais des films très vite. Moi mon spi, et là, plus de vent. Pendant 6-7 heures, une petite pluie fine. Qui se demandait à quoi ressemble l'Irlande au mois de juin, à la mi-juin, je vous laisse voir. On ne peut pas rester insensible devant autant de nuances de gris, je trouve. C'est vraiment quelque chose. Avec le flip de se dire si je suis pas parti, faut que je me casse, Tu crois que c'est fini? Jamais. Un peu de pétole pour bien te faire chier. Devenu fou en fait. Il y a deux nœuds courants d'ouest en est, donc deux nœuds courants d'ouest en est qui me poussent vers Cherbourg. Et Cherbourg, c'est pas sur le parcours. Je faisais n'importe quoi en fait. Je suis mis à bricoler le bateau sous la pluie. Résultat, j'étais trempé. J'essayais de me mettre à l'intérieur, de dormir, mais tellement fatigué que je paniquais. C'était l'horreur. Ce qui m'a sauvé, c'est qu'à un moment, je sais pas, je me suis mis un podcast dans les oreilles, en mode on est dans la jungle, les petits bruits d'animaux, c'est cool. J'ai dormi 1 heure et ça a permis de pas perdre complètement pied quoi. Encore un énorme cargo. Putain, quel enfer. C'est pour ça qu'il faut pas commander chez Amazon. Tous les trucs d'Amazon qui viennent de Chine, mais ils les mettent là-dedans. Et après on peut naviguer tranquille.
vent est rentré, donc je me suis retrouvé en pleine nuit, lancé à Mach 12 avec des vagues qui passaient par-dessus le bateau, des conditions que j'avais jamais eues. Je maîtrisais rien quoi. Je suis arrivé en mer d'Iroise le lendemain, je me suis pris encore un grand coup de flip de pas arriver à passer le Ratsin à l'heure. Sachant que la cartouche qui arrivait, je me voyais coincé dans le Ratsin auprès, dans 30 nœuds encore. Je crois que j'ai appelé Julie et je me suis mis à pleurer à ce moment-là. À ce moment-là, j'étais épuisé. Ça faisait 2 jours que j'étais trempé, donc j'étais au bout du rouleau. Et elle m'a dit après, moi j'étais à l'apéro avec des potes en week-end, et tu m'appelles et en mode, je sais pas trop ce que je peux faire quoi. Et au fond du trou. Alors déjà, il m'avait dit je t'appellerai pas pendant la qualif, je veux me mettre en condition de course, donc tu fais comme si j'avais pas de téléphone. Et 21h, je vois sur mon téléphone Antoine. Et là, je me dis ok, il s'est échoué quelque part, il a un gros pépin et il m'appelle, tu vois. Donc gros flip. Il était à la pointe de Brest et en fait, il était pas bien du tout. Il m'a dit je suis trempé, je suis frigorifié, je vais abandonner la qualif. Je vais rentrer direct à la Turballe. Là, je me sens pas de descendre jusqu'au plateau de Rochebonne et de remonter. Je suis pas bien du tout, j'ai froid. Et je me souviens lui avoir dit écoute, ça fait 5 jours que t'es parti, tu vas pas t'arrêter juste pour une histoire de fringues mouillées. Tu vois, en fait, t'es mouillé, c'est comme ça, t'es là dans 3 jours et dans 3 jours, tu te changeras, mais abandonne pas juste pour une histoire de fringues mouillées. Et je me suis dit, mince, c'est peut-être un peu dur de dire ça parce que probablement que c'est pas juste des fringues mouillées, mais en même temps, je pouvais rien trop lui dire d'autre et je voulais surtout pas lui dire, si t'es pas bien, faut rentrer et tout ça. Je voulais qu'il aille jusqu'au bout de sa qualif et j'imaginais qu'il était capable de le faire, mais c'est vrai que ce moment-là, je me suis dit, waouh, il a vraiment l'air pas bien et je l'avais, je pense, jamais vu, entendu en tout cas comme ça, dans cet état d'esprit un peu de faiblesse, parce qu'il montre pas ses faiblesses. Donc là, c'était un peu dur. J'étais vraiment en mode survie. Franchement, je survivais dans le bateau. Le mec a fait 24 heures en nave avec des potes, en solo certes, mais avec des copains autour, sur un parcours où tu vois quasiment la côte en permanence. Et l'étape d'après, c'était 8 jours en mer solo, j'allais jusqu'en Irlande. Ouais, c'était un trop gros morceau, je pense, pour le petit navigateur que j'étais à l'époque. C'était vraiment... En route pour la maison. C'est parti. Probablement notre dernier bord. Ah putain. Pas rien quand même, hein. C'est quelque chose. Je sais pas si on garde un bon souvenir, mais ça fait des trucs à raconter quoi. On finit toujours par oublier les moments désagréables pour se souvenir des moments cool, et je suis hyper content de l'avoir fait. Et tout le monde dit que tu rentres vraiment tu deviens un vrai ministre, tu rentres vraiment dans la cour des ministres quand t'as fait ta qualif, quand t'as bouclé ta qualif. Mais il a fallu quelques courses en plus avant de vraiment gérer le truc quand même. Pour la première arrivée de la qualif de l'année. La Mini Transat, il y a un nombre de places limité, normalement il y a 84 places. Premier qui s'inscrit, qui a bouclé ses qualifications à la place. Et en fait, je me suis vite rendu compte que ça allait être serré. Je me suis retrouvé donc en août à devoir préparer le bateau sans savoir si j'allais participer. Donc tu mets de l'argent, tu t'inscris, tu peaufines le bateau, tu prépares. En fait, j'étais en permanence en train de me dire, je fais tout ça en fait pour, ça se trouve, un bateau qui va rester sur le ponton. Et ça a été hyper dur à gérer. On était une quinzaine sur les attentes. Et il y a un mec sur les attentes, Louis Vaquier, qui a pris l'initiative de rassembler tout le monde et de dire que ça vous va si on fait un collier collectif à l'organisation en disant même si tout le monde ne participe pas, est-ce qu'on peut essayer d'avoir quelques places en plus. Ils ont ouvert 6 places et moi j'ai été dans ceux qui étaient pris quoi. Je me sentais un peu mal parce qu'en gros il y a la moitié des gens qui avaient poussé pour ça sont pas partis, dont Louis qui lui a pas pu prendre le départ. Et c'est représentatif de ce que c'est que la classe mini quoi. Tu t'aides les autres même si tu sais que toi ça va pas forcément te servir. Ça y est, en train de partir du ponton. C'est le départ. Puis dans les 5 premiers à partir du ponton. Ok à tous, d'accord, vous quittez le ponton.
L'ambiance sur les pontons était vraiment sympa avec les autres coureurs, jusqu'au moment où il a fallu partir et se dire au revoir, quoi. Et là, ça a été dur, et je pense que c'est là où j'ai réalisé que, en fait, il allait vraiment partir et que j'allais vraiment me retrouver toute seule, et lui aussi tout seul, et ouais, je pense que je l'ai pas autant réalisé qu'à ce moment-là, que la minute où on s'est dit au revoir sur le ponton, et où ça a été hyper fort. Départ de la mi-30 à 2021. Quasiment malade dès la sortie du port. Mais là ça va mieux. Prendre le départ. J'ai réussi à manger ce que je voulais. Donc c'est cool. J'appréhende un petit peu le moment où je vais devoir rentrer dans le bateau parce que ça tape beaucoup, ça bouge dans tous les sens. Je garantis rien. Le but principal de la première étape, c'est le dégolfage, c'est-à-dire de sortir du golfe de Gascogne et de passer le Cap Finistère, et ensuite de faire route directe vers les Canaries. Et on savait qu'on allait traverser un front froid actif la deuxième nuit. Première nuit, voilà, il se passe... je suis malade. On se fait secouer. Oh, c'est horrible. On se lève sur le deuxième jour de la batte. Alors on va passer la journée tranquillement sans trop vomir. Oh putain, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Le soir tombe, le vent commence à forcir, on a 25, 30, un bon 30 nœuds établis. Il y a mon secteur de barre qui est en train de se barrer, il y a au moins 3 vis qui tiennent plus là. Et si ce truc là saute, et j'ai plus de pilote, j'ai plus de barre, j'ai plus rien. Faites du mini, qu'ils avaient dit. Faites du mini. C'est la guerre, c'est la guerre. J'avais un riz dans le Solent, 2 riz GV, ça se passait, c'était musclé mais ça se passait plutôt bien. Bon, je suis retourné voir, mon système de barre est en train de se désagréger là. Donc, et tout ce que j'ai testé pour réparer, ça passe pas. Les vis sont sorties de leur logement et la barre est en train de faire la malle. Et j'ai rien pour réparer. Et c'est la tempête. Bon. Ouais. Si je perds cette pièce-là, je peux non seulement plus barrer le bateau à la main, mais le pilote ne peut plus barrer non plus. Donc je me retrouvais sans système de direction. Et ça, c'est un motif d'abandon pur et simple. Les premières courses, oui, j'étais agrippée à mon téléphone, surtout que la balise, elle se mettait à jour toutes les 30 minutes. Donc en fait, t'as envie de regarder toutes les 30 minutes, toutes les 15 minutes même. T'as envie de regarder si tout se passe bien, où il en est, est-ce qu'il avance. Dès que je me réveillais la nuit, je mettais pas des réveils, mais dès que je me réveillais un tout petit peu, en fait, j'allumais le téléphone pour regarder où il était. Ça, c'était pendant les courses de saison. Et pendant la transat, c'était un peu différent parce que la balise, elle se mettait à jour toutes les 4 heures. Donc mine de rien, c'est un peu plus apaisant en tout cas. Et en fait, j'avais pris le parti d'éteindre mon téléphone la nuit en me disant de toute façon, je ne peux rien faire. Et donc, s'il lui arrive un truc, que je le sache à 4h du matin ou que je le sache à 8h du matin en me réveillant, ça changera absolument rien. Bon, ça y est. Ça finit par péter, donc je me suis mis à la cape là. On va passer la nuit tranquillement, en revenant sur nos traces, en attendant que ça se tasse. Et puis voilà, on va dormir. Et demain matin, quand il fera jour, je verrai ce que je peux faire, si je peux réparer ou pas. Et si je peux pas réparer, où est-ce que je vais. Et
et je m'enferme dans le bateau et je laisse le bateau dériver dans le sens du vent. Donc tout en faisant bien sûr la veille parce qu'il y a une flotte de 90 bateaux qui est autour, donc les mecs sont dans la même météo que moi, donc c'est un peu la guerre. Donc je préviens régulièrement à la radio en disant attention, je suis pas manœuvrant, moi je veille, mais s'il y a une route de collision, ça va être à vous de gérer. Hein. Moi je me laisse juste dériver comme un point mort. Quand la deuxième nuit il a cassé et qu'il a fait demi-tour et que son frère qui avait 6 heures de décalage horaire par rapport à nous a envoyé un message en disant pourquoi Antoine fait demi-tour, et je l'ai lu 5 heures plus tard en regardant la balise, je dis bah oui c'est vrai qu'il fait demi-tour, pourquoi il fait demi-tour, et en fait 5 heures plus tard on avait déjà des infos en disant il a cassé un truc mais tout va bien, il va essayer de réparer, alors qu'en fait si je l'avais vu, probablement que si je l'avais vu à 2h du mat qui faisait demi-tour et sans info, en fait j'aurais pas dormi de la nuit. Et ça n'aurait pas fait avancer les choses, quoi. Ça y est, on est reparti. J'ai réussi à faire une réparation de fortune. J'espère que ça va tenir. Du coup, on est de nouveau en course. Plaisir de voir le soleil se lever. C'était facile comme nuit, putain de merde. Mais on s'en sort. Regardez la répa que j'ai faite, vous allez voir, c'est sketchy, hein, comme dirait l'autre. Donc ouais, c'est la pincetto qui tient tout le bordel. Clairement, ça tient un peu de Canaries, donc il va falloir que je m'arrête dans un port pour régler tout ça, mais on verra ça plus tard. Là pourtant je suis trempé, j'ai pas mangé depuis 2 jours. Je suis déjà dans la bonne direction, c'est pas mal. Allez, à toutes. On vient d'avoir la vacation météo de l'après-midi là. Je pensais pas être quand même si loin que ça derrière. Là, je suis quasiment dernier des bateaux de ferry. À plus de 40 000 de mon groupe. Un peu moins à zéro. C'est-à-dire que là, c'est plus du tout la course. Surtout si en plus il faut que je m'arrête à la Corogne pour la préparation du Nosnon. On a eu un petit message de la direction de course qui nous conseille fortement d'aller s'abriter en Espagne d'ici ce soir parce que demain c'est Ayrton. Demain il y a 50 nœuds à la pointe Finistère. Donc il nous reste, j'avais prévu de m'arrêter à la Corogne et donc ça tombe bien. Il nous reste 35 000, bon au près. Ce soir, ça devrait le faire. On voit l'Espagne, il y a les dauphins. On ouvre là la Corogne. Et ils ont envoyé la patrouille de dauphins pour nous accueillir. Sympa les Espagnols. Hein. Donc je me suis retrouvé arrêté à la Corogne avec en fait un peu entre guillemets tous les éclopés, quoi, tous ceux qui avaient des problèmes techniques, avec les 10-15 bateaux, les survivants un peu. Ouais, déprimé. J'ai acheté, qu'est-ce que c'est que cette galère. Et puis finalement en fait le lendemain matin j'avais tout démonté, tout mis bien, réparé, ça a l'air solide. J'étais là au feu, prêt à repartir quoi. C'est l'aventure quoi, tu quittes les côtes européennes, tu passes au large de Gibraltar, au large du Maroc, je suis passé à 20-30 000 de Madère, donc coucher de soleil sur Madère. Encore les dauphins avec nous. La patrouille. Volant d'escadre. Direction les Canaries. Bon, une bière là-bas les poteaux. En attendant sur la mer. Bon, on va me dire encore qu'on s'en fout des dauphins, je fais trop de vidéos de dauphins. Mais il y en a plein. Franchement, qu'est-ce que je fasse? Je peux pas faire du bateau et voir des dauphins et puis pas filmer, si? Et on a passé le cap Finistère, ça cuit. Oh putain, je suis content.
On est en train de faire de la route directe, on va droit sur la porte des îles Savagem là. On va vers le but. Et puis tu commences à être tes sous-spi au portant, tes petites routines qui s'installent et bon, c'est quand même cool. Mais que 15 heures. Que 15 heures pour voir où est-ce qu'il faut aller. Aujourd'hui, on a un petit jeu à gratter. Un numéro fétiche, le 8. Ah oui, ah merde, c'est un 9. C'est perdu. Pas grave. On fera mieux demain. C'est vraiment n'importe quoi cette histoire. On est juste en train de descendre Madère. Le bateau fait des surfs à 12-13 nœuds. Ça tartine de dingue. Et moi je mange n'importe quoi. Et il est minuit. Je viens de bouffer une demi-tablette de chocolat et là je sais pas pourquoi je suis en train de manger une carotte. Wouhou! Là tu vois on est à 11-12 nœuds, surf à 13 nœuds. T'as fait 14 et quelques ce matin. Je vous cache pas que quand t'es à l'intérieur en essayant de dormir, putain, ça te fait un boulot du diable. Un truc marrant, cette nuit j'étais à la barre et je me suis pris un calamar dans la tête. Pas un poisson volant, dans un calamar, mais et qui après est venu se coucher sur le bateau. C'était assez cocasse. Et puis après, quand tu arrives en vue des Canaries, c'est génial. Tu terre à l'horizon, quoi. La Palma! C'est cool! Et ouais, c'est top, j'étais vraiment hyper content d'y arriver, et de le finir et de me dire ok, en fait, t'es arrivé jusque là, ça veut dire que t'es dans le game pour la deuxième étape. Arrivée du 825 0923 20 0923 15. Ah putain de merde! Paradoxalement, le fait de casser un truc à la première étape, j'étais hyper content de moi de m'être débrouillé, de m'être dit ok en fait t'as cassé un truc sérieux sur le bateau, mais tu t'en es sorti, t'as pris les bonnes décisions, tu t'es arrêté quand il fallait, t'as réussi à réparer, t'es reparti, t'as bouclé cette étape quoi. Et ça j'étais hyper content, ça j'étais vraiment hyper content. C'est d'émotion. C'est d'émotion, là on part pour traverser l'Atlantique, c'est pour de vrai. Terminado la rigolada comme dirait l'autre. 5 minutes avant le départ de la demi-taille de mi-transat, Eurochef 2021. C'est chaud les amis, c'est chaud. Bon, il n'y a pas beaucoup de vent mais il fait chaud. Bon, on est parti, on a pris un pas trop mauvais départ. Bon, le problème c'est que quand on fait un bon départ en pointu, on se fait rattraper par tous les bourrons. Donc pour le moral, on repassera. Dernière vue sur la Palma. Sur son volcan. On descend un peu au sud, on passe sous la Palma pour traverser et partir vers l'ouest. Et qui est là au réveil? Les copains, les enfants! Il y en a plein! Ah putain, ça fout le smile! C'est cool! C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est ça la transat en fait.
T'as une petite routine qui s'installe, hein. Tu as une vacation BLU, donc c'est une radio à longues ondes qui porte très loin, par lequel la direction de course nous faisait un bulletin météo et un classement par jour. On avait peu de vent, hein. On avait 15 nœuds max, t'es sous grand spi, le vent tourne régulièrement, donc tu t'empannes, voilà, mais t'empannes 5-6 fois par jour max. Il se passe pas grand chose. Mais c'est bien, tu prends ton temps, t'es pas mouillé, tu bouquines, t'es en slip toute la journée, tu dors, c'est calme quoi. Petit oiseau a pris sa volée. Un petit oiseau a pris sa volée. A pris ça à la volette, a pris ça à la volette, a pris sa volée. C'est pas la course au chapeau de roue, hein. Pas se mentir, on se traîne la queue. Pardon. Je vais refaire. On va pas se mentir, on se traîne. Julie m'a demandé de faire une vidéo où je me brossais les dents. Donc je vais vous montrer comment brosser les dents sur un mini. Donc il faut du dentifrice, une brosse à dents. Je dépose un petit peu de dentifrice sur la brosse à dents. Non, moi j'aime pas en mettre beaucoup, voilà, juste un tout petit peu. Puis après, donc ensuite, le principe donc, c'est de frotter les dents. Alors, évidemment, j'aurais envie de faire comme ça. Et ça, c'est pas recommandé par les dentistes parce que ça abîme les gencives. Après, c'est des choses, c'est du crado. Vous voyez, comme ça. De haut vers le bas, comme ça là. Hop. Pendant minimum 1 minute. C'est fini les 3 minutes, a priori. C'est minimum 1 minute. On brosse les dents. C'est pas incroyable. Bon, les petits potos, faut qu'on se décide. Là, il y a une décision à prendre. Et alors, Canaries, Guadeloupe, là, on est ici, là. On est ici, demain, on sera là. Et ce qui se passe, c'est que ici, là, il n'y a pas de vent. Mais c'est sur la route directe. C'est sur la route qui est plus directe qui est là. Donc, soit on fait du sud, en espérant toucher un peu cette zone-là où il y a un peu plus de vent, mais pas beaucoup. On fait un peu de sud, là. Au lieu d'être plein ouest, au lieu d'aller en plein là, et on va un peu là. Soit on porte nos balls et on va en plein dedans. Boum. En plein là-dedans, en se disant que le Talweg, et le vent faible, ça va se casser, qu'on arrivera à passer avec, et dans ce cas-là, on arrive au Réolé de gloire à Guadeloupe. Vous l'aurez pas décidé pour l'instant. C'est pas si simple. Vu le retard que j'ai sur la première étape, si je veux faire un bon classement, si je veux rattraper des gens, en fait, faut que je tente un peu le coup de poker, entre guillemets. Je peux pas prendre une option moyenne, intermédiaire, peu risquée. Faut que je prenne une option tranchée en disant, ok, si ça passe, bingo, et si ça passe pas, bon, de toute façon, je suis dernier, je serai quand même dans les choux, quoi. On est 11e. Bon, pour l'instant, ça veut rien dire, mais c'est cool. Donc j'étais là, yes, du premier bateau de série, Putain, yes. On est 11e pour l'instant, ça a l'air de payer. Yes. Bon, là, on est dans pas beaucoup de vent. Soit notre option tactique, c'est du génie, soit c'est de la folie. Malheureusement, il n'y a qu'une toute petite frontière entre les deux. Peut-être beaucoup plus au nord que les autres, j'en sais rien. Si encore il y a des gens encore plus au nord, c'est vraiment faire la course sans savoir où on est. On comptera les bouses à la fin de la foire, comme dirait l'autre. Aucune idée de ce qu'on fait. 9 jours, 10 jours qu'on est en course. Et ce matin, premier gros caquage. J'avoue que ce matin c'était hyper. J'en pouvais plus, quoi. Je suis tombé sous des grains, 2-3 heures sans vent, sans avancer, bateau tourné dans tous les sens, rien à faire. Je me suis pas mal énervé, j'ai pleuré un bon coup.
Et bah là ça va mieux, c'est reparti, le vent a complètement tourné par rapport à ce qu'il y avait, j'avais les jours précédents. Donc là c'est plutôt favorable pour moi. Mais ouais, j'étais fatigué de pas avancer, de me dire que je suis tout seul parce que ça fait maintenant 3-4 jours que j'ai vu personne, ni même entendu personne, donc ça se trouve je peux aussi bien être le seul perdu dans mon coin ou alors pas du tout, mais bon j'en sais rien. Bon, pour changer, je me suis fait ce matin coconut porridge with blueberry, figs and chia seeds. Honnêtement, ça a l'air dégueu. Franchement, je comprends pas qu'un pays qui ait inventé ça comme plat pour le petit déjeuner soit resté aussi longtemps dans l'Europe. Franchement, on aurait dû les foutre dehors il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps, c'est vraiment, ça a l'air d'être... Mais bon, l'avantage c'est que si jamais j'ai un trou dans la coque, un truc à préparer, à réparer, je pense que ça je peux m'en servir. Donc j'ai cru longtemps. J'ai cru longtemps parce que ce qui est marrant, c'est que comme ils te donnent le classement tous les jours en distance au but, et que la route nord est la plus directe, dans les classements j'étais dans les 10 premiers bateaux de série quoi. Et puis en fait la zone sans vent s'est un petit peu installée. Donc je me suis dit bah tant pis on continue, et puis sur la fin j'ai dégringolé dans le classement quoi. Et en fait j'étais très au nord. Il y a un monde ça passait. Il y a un monde où ça remontait, puis bam. Ouais, c'est comme ça. Je m'y suis vu un moment. Ouais, je me suis fait des films à un moment en mode ouais, interview d'arrivée, bon alors Antoine Boss, comment vous faites pour gagner cette transat et tout. Ouais, faut bien s'occuper, tu sais, il se passe rien pendant toutes les journées, donc si tu fantasmes pas un petit peu, tu t'ennuies quoi. Bon voilà, ça a merdé en grand. Je sais pas comment je vais défaire ça. C'est pas glorieux là, je suis un peu dans la crotte. Il est indéfaisable d'en bas, donc ça veut dire que je vais devoir monter au mât. On va le faire tout de suite parce qu'il y a des grains énormes qui balayent tout le plan d'eau avec des orages, des éclairs dans tous les sens. Donc déjà que j'ai pas très envie de monter, mais alors si en plus il y a un orage pendant que je suis en haut du mât, j'ai pas envie de me retrouver grillé comme une vieille saucisse. C'est la première vraie tuile qui m'arrive. J'espère que je vais m'en sortir sans me faire mal et sans casser quoi que ce soit. Moi j'ai une bonne nouvelle. Je suis monté, j'ai réussi à défaire le tas de bouse que c'était là-haut, à redescendre le spi. En revanche, j'en peux plus là, je suis épuisé quoi, fallait dormir, je suis défoncé tout transpirant. Bon bah écoute, je l'aurais fait, hein, je serais monté au mât sur un mini en vue de l'Atlantique en pleine nuit, mais bon c'est bien, on le fait une fois, j'aimerais vraiment ne pas avoir à le refaire, franchement, quelle galère. Allez, je vais me coucher, bonne nuit. J11, alors, qu'est-ce que c'est que la petite surprise du jour? En astro, un petit mot de Josiane, un petit mot de Rome. Merci. Putain mais il nous fait chier là, le mec il nous parle de la Jacques Vabre, on a rien à foutre, qui nous file la météo ce connard. Ça n'a pas été une journée facile là, j'avoue que je suis pas bien dans la tête. Vraiment pas au top, là je passais l'après-midi à chialer. J'en ai marre quoi. Voilà, 5 nœuds 5 sur la route, ce qui fait un peu moins de 10 km/h. Donc sachant qu'il me reste quasiment 1000 km à faire sur la route. Donc j'avoue que là, on est marre, bordel.
j'écoutais un podcast là qui comparait la mer et le désert en disant que c'était paradoxalement des endroits de liberté, mais quand on était dedans, on était moins libre qu'en prison. Et c'est un peu ça en ce moment quand même. Je sens un peu mon univers. Là ça. C'est mon univers. C'est tout. Ça fait maintenant. Eh bien, ça fait 13 jours. C'est ça mon univers. Et ouais, 13 jours c'est long quand même. 13 jours c'est un petit peu long. Bon, ça va un peu mieux. Un petit peu mieux, je me suis dit que... Bon, j'ai réfléchi un peu et en fait... J'ai d'en profiter au maximum, c'est un truc que je ferai une seule fois dans ma vie, donc... faut que je profite des jours qui restent en fait, parce que quand ce sera fini, ce sera plus jamais quoi. Après, voilà, donc faut que je prenne, faut pas que je pense à l'arrivée en fait, faut pas que je pense à l'arrivée parce que en fait il y a les gens me manquent et j'ai hâte de les retrouver, mais si j'y pense trop en fait ça me gâche le plaisir. Ouais, j'ai eu quelques pépins quand même sur la deuxième étape. Après, rien de dramatique, heureusement, mais c'était 3-4 jours avant la fin, avant l'arrivée. Les conditions étaient plus musclées. Il y avait la nuit 20-25 nœuds. Avec une mer pas facile, très creusée, très hachée, assez irrégulière, que le pilote automatique avait du mal à gérer, à anticiper. Donc le bateau partait souvent, on appelle ça le bateau partait au tas. En gros, le bateau se couche et le pilote n'arrive pas à redresser la trajectoire, donc tu te retrouves vautré, les voiles claquent. Il faut lâcher toutes les écoutes, tout choquer pour ensuite remettre le bateau dans l'axe à la main, et le pilote ne fait pas tout seul quoi. Mais bon, c'est comme ça, donc je barrais le plus possible, mais de temps en temps, la nuit, t'es quand même obligé d'aller te coucher. Oh putain, quelle merde. C'est la flotte là. Oh, je suis tombé à l'eau. Oh, je t'ai accroché. Je fais peur, je sais pas. Le bateau j'étais en empanné, je suis en empannage, je descends pour m'atosser à l'intérieur et là le bateau part en vrac de l'espace. Je sors et je glisse sur le pont, je me casse la gueule, juste la tête hors des filières là, je mets la tête sous l'eau, je perds mes lunettes, je perds ma frontale. Quel flip putain. Là, tu sens, ok, les safrans décrochent et le bateau se couche. Le bateau donc est sur la tranche, donc le cockpit au lieu d'être à plat, il est à la verticale, donc t'es un peu en mode j'escalade mon cockpit quoi. Hein. Et le bateau part un petit peu, donne encore un petit coup pour partir encore un peu plus sur la tranche et je sais pas, je perds l'équilibre. Et donc là je tombe directement du haut du cockpit jusque dans la flotte de l'autre côté. Je passe à travers les filières, en fait du coup je tombe à la flotte. Je me retrouve à l'extérieur des filières, en pleine nuit. Je me fais tracter un peu par la longe, tout de suite récupère les filières, je remonte à bord, bateau toujours sur la tranche, donc je remonte à bord, j'ai les pieds dans l'eau, je m'agrippe, je fais une pause et je me dis là, ok, non, hors de question que je crève ici comme un con, allez, ça va le faire. Je sors, je suis trempé, puis je remets le bateau à plat. Et après, je rentre dans le bateau et là je fais... Toute l'adrénaline redescend. Après je me rallonge et je suis là... c'est chaud... Et je sais pas, en fait je commence à psychoter en m'imaginant
dans l'eau, tout seul la nuit, avec le bateau qui s'en va au loin. Tu vois les lumières du bateau qui se cassent et tu sais qu'en fait t'es tout seul, t'es tombé tout seul dans l'eau et que tu reverras jamais ton bateau quoi. Et qu'en fait tu vas rester tout seul dans l'eau jusqu'à ce que tu te noies quoi. Et bon, je me suis dit ok, arrête de penser à ça en fait, stop, endors-toi parce que sinon ça va pas aller quoi. Je vois que la terre t'en parle autour d'une bière. Bah, c'est sûr, mais comme tout de toute façon, mais pour ça faut pouvoir rentrer à terre et en parler quoi. Les 3 derniers jours, le vent, mine de rien le vent se lève, la mer se lève, donc les conditions sont moins faciles, donc t'es plus fatigué, t'es trempé, bah, et du coup tu t'ennuies un peu moins. Putain, il fait tellement chaud là. Waouh, c'est hardcore. Je me souviens un soir 3-4 jours avant l'arrivée et je me suis fait un bord, j'étais sous spi à la barre avec la musique dans les oreilles à fond la caisse et à descendre des pentes de 3 mètres, à fond les ballons, à planter les traves, des vagues partout. Bon voilà, c'est notre dernière nuit à bord. Normalement on arrive demain soir en Guadeloupe. Je suis à la fois content d'arriver, puis à la fois c'est la fin d'une expérience qui se termine quoi. C'est la fin d'un projet. Mais je serais content demain soir d'être avec les copains et Julie. Terre en vue, on voit la désirade. Putain, je suis trop content. Bon, c'est le dernier, c'est le finish. Et ça s'appelle c'est une figure particulière appelée le finish into fiasco. Voilà. Le Drenac c'est pareil, on a voulu se déchirer, enfin bref. On finit en beauté, mais on aura tout donné, pas de regret. Et alors après 15 jours de course, c'est pas serré comme arrivé ça dans une bite. Petite chérie, voilà, j'arrive, attention. Je crois que j'ai vraiment été aussi content de ma vie en passant que quand j'ai passé la ligne d'arrivée. Est-ce que tu te dis, putain, ça y est, je l'ai fait quoi. Trop cool. Et après, je lui monte à bord du bateau, c'est les retrouvailles, les fusions sentimentales. Je sais pas ce qui se passe, dans ton cerveau te dit, viens, oublie ça, on repart. Et quand t'arrives, tu veux plus entendre parler de bateau, tu veux vraiment poser le bateau et dire allez, fin de chantier, maintenant on arrête les conneries. Une semaine plus tard, t'es oui, bon, pas tout de suite. Puis un mois plus tard, t'es quand est-ce qu'on y retourne quand même. J'ai acquis beaucoup d'expérience en tout cas, et je me sens meilleur marin. Après, c'est pas pour ça que louer un bateau et faire une manœuvre de port me fait pas peur. Hein.